Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Chief Happiness Officer depuis près de 5 ans chez Just Eat, une entreprise leader dans le domaine de la restauration livrée, Nathalie est une personne d'un naturel optimiste et elle a décidé de faire de son lieu de travail une entreprise où il fait bon travailler. Elle croit très fort en des valeurs telles que la confiance, l'autonomie ou encore la responsabilisation de ses équipes face au sujet du bonheur au travail. Aujourd'hui, elle est l'invitée du podcast Génération CHO. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. Alors Nathalie, tu vas nous parler de ce fameux métier de Chief Happiness Officer puisque tu occupes cette fonction chez Just Eat depuis 2016. Est-ce que tu peux nous dire comment le bonheur au travail finalement est entré dans ta vie et dans celle de l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir communiquer sur ton podcast. Je trouve que ce que tu fais est très, très bien, en tout cas pour valoriser la mission de CHO. Pour ma part, en fait, j'ai commencé d'être CHO, donc Chief Happiness Officer, donc depuis janvier 2016, mais ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr, puisque je suis chez Just Eat depuis maintenant un peu plus de 10 ans, comme le temps passe. Oui. En fait, j'occupais le poste de responsable de la communication interne et de la culture d'entreprise. Et fin 2015, j'ai lu un article au Chief Happiness Officer. Et tout simplement, cette mission, ce titre-là m'a parlé. J'ai adoré le côté happiness. Ça correspondait vraiment aussi à mes valeurs, le sens de ma mission et puis surtout à l'ADN de la société Just Eat. Donc, je suis tout simplement allée voir mon DG et je lui ai demandé si je pouvais avoir ce titre-là en lieu et place de la responsable de la com interne et il m'a dit banco, ouais, pas de problème, au contraire. Donc officiellement en janvier 2016, je suis devenue Chief Happiness Officer de Just Eat. Donc tu as de la chance parce que ça s'est quand même fait avec beaucoup du coup de fluidité parce que bien souvent les personnes qui veulent prendre ce poste-là dans les entreprises et qui vont voir leur direction, il faut argumenter, il faut montrer le bien fondé de justifier sa cause finalement un petit peu. Donc toi, ça s'est amené de façon assez fluide aux yeux de la direction. Comment ça s'est passé ? Ouais, tout à fait. C'est ça aussi qui me conforte dans mon rôle, c'est que j'ai eu cette chance-là et je le reconnais. Et j'en suis aussi très reconnaissante à Gilles Raison qui était à l'époque DG de Just Eat. Et j'ai pas eu à me battre en fait. On avait déjà dans notre ADN ce bien-être au travail, etc. Mais c'était un sujet en plus à l'époque dont on parlait pas forcément aussi beaucoup. C'était bien moins médiatisé que maintenant. Tout à fait, mais on menait déjà des actions pour le bien-être au travail sans pour autant le nommer, c'est vrai. Mais moi, ça me paraît tellement une évidence de favoriser justement le fait que les gens se sentent bien au travail que ça s'est fait très naturellement. J'ai pas changé mes missions du jour au lendemain, en passant de responsable de com interne à CHO. Entre guillemets, rien n'a changé, outre la pression de se dire, tiens, finalement, il y a un CHO, donc tous les talents qu'on attire, faut aussi les garder, il faut pas les mettre en place et se réinventer continuellement, et c'est ça qui est passionnant aussi dans ce métier-là. Mais effectivement, tout s'est fait vraiment naturellement, et donc on n'a pas on reste naturel. Voilà. Et moi, je pense que ça, c'est super important quand on fait ce poste-là, d'être en accord avec nos valeurs, d'être tout simplement aligné avec notre personnalité.
Mmh. Alors comment ça se passe concrètement tes fonctions de CHO? Donc aujourd'hui tu es Chief Happiness Officer à plein temps, c'est ça? Chez Tout à Just fait. Eat. Ça ressemble à quoi ton quotidien un petit peu de CHO? Il est très varié, donc c'est ça aussi qui est passionnant. Il faut être très polyvalent quand on fait le métier de Chief Happiness Officer. Donc j'ai toujours bien sûr une partie comme interne euh, qui consiste vraiment à transmettre une information claire, transparente, qui est pour moi essentielle d'ailleurs dans ce métier-là. Hein. Pour moi, la transparence engendre la confiance. Euh, donc c'est très important de continuer à agir positivement et concrètement dans ce rôle-là. Euh, Chief Happiness Officer, c'est toujours un métier, c'est un nouveau métier, donc on a besoin aussi de le définir, et donc ça c'est important. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver justement cet équilibre entre la convivialité, le fait que le collaborateur soit bien dans sa mission, mais également s'assurer, être garant que dans son rôle et dans sa mission, il y ait du sens, qu'il soit OK avec ses objectifs, avec la stratégie de la société. Donc, il y a toujours une mission d'équilibre entre le collaborateur qui se sent bien dans la mission et chez Just Eat, dans l'entreprise pour laquelle il travaille. Également, après, le fait de pouvoir s'épanouir lui-même par la convivialité et le fait de se sentir bien tout simplement dans son environnement de travail. Mmh. Et si tu devais définir le rôle de CHO en quelques mots, qu'est-ce que pour toi parce que tu sais bien souvent on cantonne ce rôle, à des fonctions simplement d'organisateur d'événements et cetera, et c'est parfois ça fait défaut parce que c'est bien plus que ça et bon, bah, tu viens de le dire toi-même. C'est quoi vraiment la posture phare pour être un CHO en tant que tel, un CHO fier de l'être? Comme tu dis, Julie, effectivement, j'aimerais tout d'abord que ce métier, en tout cas que cette mission soit perçue autrement que comme chef de l'apéro, comme souvent il est décrit dans les médias ou autres. Les réelles missions d'un CHO vont tellement au-delà et c'est vraiment dommage, je trouve, en tout cas, de le réduire à cette caricature, facile d'ailleurs, alors que un CHO, si on lui donne vraiment les moyens au sein de l'entreprise d'effectuer sa mission, eh bien, il va être tout simplement le garant, pour moi en tout cas, c'est ma vision, de la qualité de vie au travail et des bonnes pratiques managériales qui vont favoriser l'expérience collaborateur, l'engagement et la performance de l'entreprise. Et ton positionnement, du coup, par exemple, avec le service RH, je ne sais pas si, enfin, j'imagine qu'il y en a un chez Just Eat. Est-ce que tu travailles en collaboration avec eux? Comment ça se passe? Parce que c'est des fonctions qui sont très complémentaires aussi avec un service RH. Comment tu t'organises avec eux? Tout à fait, on a un service RH et on a l'intelligence, je dirais, de travailler ensemble. Et il faut travailler ensemble, il faut travailler avec les services RH. Souvent, on nous oppose en disant, mais alors toi, tu dépends de la com, des RH, etc. Moi, j'ai commencé en tant que responsable de com, donc je reste à la com, parce que la structure aussi en interne était faite comme ça. Et après, quand il y a eu la People Manager qui est arrivée, bien sûr, on travaille ensemble. On a des one-to-one Ah, vous réguliers. avez un people manager? C'est comme ça Ouais, que vous l'appelez? Ah, c'est tout à chouette. fait, ouais. Ok. People Manager. Et on travaille bien sûr main dans la main et on doit. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans la mission de CHO et souvent je me définis comme ça, comme l'électron libre. Et c'est ce qui fait peur de cette mission-là. J'aime pas trop avoir des étiquettes. Souvent, on veut nous en mettre, on veut nous mettre dans un service, faut absolument qu'on ait cette fiche de poste, qu'on réponde à ces missions. Et moi, je trouve que ce qui fait la force d'un Chief Happiness Officer, c'est au contraire prendre de recul par rapport à tous les services et les départements et même l'organisation de la société et agir là où il faut. Moi, je suis en correspondance et en relation avec tous les services de la société. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où on va voir, bah, tiens, là, il peut y avoir aussi des problèmes, un changement d'organisation, des problèmes, des conflits. Donc, on va être fédérateur, coordinateur, médiateur. Et c'est ça qui fait la force du Chief Happiness Officer. Et dans les faits, est-ce que dans ta façon de t'organiser, comme un chargé de marketing qui va avoir son plan marketing défini pour l'année, est-ce que toi, tu as un plan bonheur au travail avec exactement plein d'actions organisées dans l'année, des choses ritualisées? Ouais, oui, bien sûr. Après, il faut effectivement mettre des actions en place avec l'aide, bien sûr, de la direction et même des collaborateurs. C'est ça qui est génial. Souvent, on vient me voir, on me dit, ah, tiens, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça. Donc, moi, j'adore. Au contraire, je ne veux pas être toute seule, on va dire, l'instigatrice de cette convivialité, de ce bonheur au travail. En fait, c'est tout le monde qui va, en fait, participer à ça.
Et c'est cette impulsion-là qui est très importante. Eh bien, souvent, c'est compliqué justement au début, surtout pour les personnes qui démarrent et qui commencent à avoir envie de mettre des choses en place. Au début, quand même, il faut un peu démarrer dans la semoule. On a du mal justement à fédérer les personnes autour de cette démarche de bien-être au travail et surtout qu'ils incarnent eux-mêmes aussi à leur tour finalement cette démarche-là. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est hyper important que chacun prenne cet enjeu-là à cœur. Mais au début, est-ce que toi, tu as des astuces pour prendre les gens avec toi dans ce mouvement et les inciter à passer à l'action? Alors, je reconnais effectivement, dans des entreprises, ça peut être compliqué. Moi, j'ai la chance chez Just Eat où l'équipe est super. Et on n'a pas... J'ai très peu de personnes qui me disent à chaque fois qu'ils veulent participer à rien du tout, qui sont contre le bonheur au travail. Non, heureusement, je n'ai pas à subir ça. Mais chacun, je pense que tout est contagieux en fait. Comme le bonheur est contagieux, comme le bien-être aussi est contagieux. Il faut commencer peut-être par des petites actions qui peuvent paraître basiques, pas grand-chose, mais à notre niveau, et je pense que les gens qui ont envie d'insuffler ça dans leur entreprise, commencer peut-être au sein de leur service. Moi, je crois beaucoup en la bonne humeur, dire bonjour le matin, merci, la reconnaissance. Ouais, ce que tu as fait, c'était génial, hein, vraiment félicitations, mais c'est rien que ça, déjà, ça booste les équipes. C'est simple et c'est très puissant, ouais. Exactement. Et je pense que malheureusement, on considère peut-être que c'est du superflu, mais moi, je pense que c'est le fondement. Et après, aller vers d'autres rites ou vers d'autres pratiques managériales qui favorisent l'échange, mais le réel échange et l'écoute aussi des collaborateurs. Donc, mettre en place des pratiques managériales en interne, avec les managers, bien sûr, parce que sans la direction, sans les managers, notre travail est extrêmement difficile, voire on ne peut pas le faire. Chez Just Eat, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ? On est actuellement 80 collaborateurs. D'accord. Sur un seul site géographique ou Alors, principalement, oui, on est basé à Paris dans le 15e, mais on a également des personnes qui sont notamment des territory managers qui sont dans les principales villes de France. Donc, on a à peu près une dizaine de personnes qui sont en province. Ok. Et du coup, tu arrives à fédérer même les personnes qui sont cet ADN que vous arrivez vraiment à l'étendre dans les différents sites ? Alors, c'est toujours compliqué, la distance. Ouais, c'est souvent le challenge quand on est disséminé. Pour moi, c'est un de mes challenges les plus compliqués. Et la téléportation n'existe pas. C'est vrai, quand on fait des événements, on a la chance quand même qu'ils puissent venir au siège, quand on fait des événements ou des réunions commerciales à peu près une fois tous les trimestres, en tout cas on essaie, ou quand il y a des séminaires, tout le monde se retrouve ensemble. Donc, c'est vrai qu'une fois par trimestre, en général, quand même, on fait en sorte de tous rassembler. Donc, ce qui est pas mal, parce qu'un trimestre, ça passe quand même assez vite. En revanche, tous les événements récurrents qu'on fait au siège, comme on fête les anniversaires une fois par mois, il y a un déj d'organiser effectivement une fois par mois, tous ensemble. C'est compliqué à chaque fois de faire venir les commerciaux au siège et voire impossible. Donc oui, c'est toujours un petit peu frustrant de ne pas inclure tout le monde. Mais là, je peux faire une aparté par rapport à la situation actuelle. Confinement, une situation qui est terrible, mais en même temps aussi très intéressante. Oui, parce que juste avant que tu continues, c'est vrai que si on remet les choses dans leur contexte, le podcast que vous écoutez actuellement est enregistré en période de confinement suite à la propagation du coronavirus. Donc, c'est un peu une situation inédite, effectivement. Vas-y, je te laisse continuer. Voire exceptionnelle, effectivement. Tu fais bien de le souligner. Du coup, on a mis plein de choses en place. On garde vraiment le contact et pour nous, c'est vraiment vital pour Just Eat. Et du coup, tous les commerciaux et toutes les personnes qui sont en province peuvent participer. Enfin, on a des cours de yoga, de coach sportif qui créent vraiment un lien. Et puis aussi pour un esprit sain dans un corps sain, en ces périodes de confinement, c'est pour moi essentiel. Et ils sont super contents parce que sur tous les événements qu'on organise en commun et en visio, ils sont là, ils peuvent participer activement. Donc, je pense qu'il y a des bonnes pratiques peut-être à conserver après le confinement. Ouais, donc en fait, le fait d'avoir été obligé d'une certaine façon à démocratiser ce télétravail dont on parle tant depuis pas mal de temps, finalement, ça a permis de créer davantage de liens d'une façon différente, c'est ça, entre les différents collaborateurs de Just Eat ?
Ouais, tout à fait. On s'adapte et même si la période qui est actuellement enfin, est terrible et on a du mal même à réaliser puisqu'elle est inédite. On arrive quand même à trouver du positif dans cette épreuve et il y a beaucoup de solidarité, d'échange, alors que ce soit au niveau professionnel ou personnel, mais professionnel, c'est vrai que nous, on fait en sorte que chaque manager ait un contact même tous les jours avec son équipe. Donc, on a fait un peu ce qu'on appelle un check-in, un check-out. Donc, c'est une petite réunion rapide. Il y a le moral des troupes. On voit les choses, les actualités en cours, les problèmes à régler. On est un peu en situation de crise aussi. Donc, voilà, il y a un échange qui est fait et on maintient le lien tout le temps. En plus, avec tous les outils de communication, c'est aussi mais facile, même des fois, on a un peu trop de notifications. Mais au moins, avec ces outils-là, on peut faire tellement de choses. Et on a mis un programme well-being aussi, donc de bien-être en place. Toutes les semaines, il y a des choses qui se passent. Alors, je parlais du yoga, du coach sportif. Il y a de la méditation aussi. On offre des abonnements de méditation, notamment Petit Bambou, aux collaborateurs qui le souhaitent. On a aussi une app sur tout ce qui est bien-être. On fait un concours de cuisine. Enfin, voilà. On a des photos super. Enfin, les gens, mais vraiment, échangent. On a créé des chaînes qui fonctionnent avec notamment Slack. Et on fonctionne avec on a créé des chaînes, je sais pas, Koh-Lanta, Top Chef, etc. Donc, les gens, outre le travail, ont une communication voilà, qui permet qu'ils soient un peu plus légères. Car cette situation qui est très difficile, un peu de légèreté et d'échange, en tout cas, font un bien fou. Et pour l'instant, en tout cas, ça marche bien. On en est qu'au début de la deuxième semaine. Confinement. On attend, je pense, à beaucoup plus. On verra dans quelques semaines. Mais en tout cas, on essaie de maintenir un lien entre les équipes et entre les collaborateurs. Et ça, c'est pour moi très, très important. Et ça fait partie aussi du rôle du Chief Happiness Officer. Oui, mais complètement. Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que un des fondements même, je pense, pour arriver à bien s'épanouir comme il faut dans le travail, c'est effectivement de nourrir ce lien entre les personnes. Enfin, je trouve ça fondamental. Et cette période de confinement nous permet aussi de créer du lien de d'autres façons. Et c'est vrai que c'est super important. De quoi tu as besoin, toi, pour être bien dans ton travail? Et tu penses que c'est quoi pour toi le bonheur au travail concrètement au sein de l'entreprise? C'est une bonne question. Déjà, chacun aura sa recette. Une des mêmes choses pour être heureux au travail. Et j'en profite aussi pour souligner que le Chief Happiness Officer n'est pas responsable du bonheur des collaborateurs. Clairement. C'est le collaborateur qui est responsable de son propre bonheur. Par contre, la société, l'entreprise va permettre de créer un environnement de travail qui soit propice à l'épanouissement du collaborateur, que ce soit professionnel ou personnel. Je pense, moi, je crois beaucoup au fait d'être heureux au travail quand on peut être soi-même, en fait. Quand l'entreprise vous permet d'être vous-même, de ne pas avoir un masque quand on vient au travail, moi, je pense que c'est la base de beaucoup de choses parce que ça permet à la personne d'être naturelle, donc de s'épanouir grandement et de relever des challenges, de prendre des risques, de ne pas avoir peur de l'échec. Voilà. Ça découle après de beaucoup de comportements qui permettent à la personne de s'épanouir professionnellement, mais personnellement aussi. Important, on est quand même minimum 7 heures au travail par jour, vendredi, en général. C'est énorme. Nos collègues que nos proches. Donc, moi, je suis à chaque fois effarée quand on doit se défendre ou lutter pour prôner le bonheur au travail ou le bien-être au travail. Ça devrait être au contraire la base et qu'on devrait même parler de travail et de bonheur en même temps. Il y en a qui disent antinomique, on ne peut pas parler de bonheur et de travail dans une même phrase. Mais au contraire, bien sûr que si. Oui, et puis on dit bien souvent que c'est parce que les personnes sont épanouies dans ce qu'elles font qu'elles vont aussi être plus engagées, plus productives. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, tout ça. Est-ce que il y a des actions que tu as menées chez Just Eat qui ont véritablement bien fonctionné, que tu voudrais nous partager, des choses qui ont vraiment contribué à cette émulation du positif dans l'entreprise? Oui, il y en a beaucoup, mais après, pareil, c'est pas uniquement moi qui suis à l'initiative. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir une culture d'entreprise. Quand vous rejoignez l'entreprise, faut savoir si vous allez être en phase avec cette culture-là.
si votre objectif, c'est pas forcément de vous investir de votre travail et chacun conçoit le travail comme il le souhaite, bien sûr. Si c'est juste alimentaire et qu'au contraire, vous, c'est plutôt à l'extérieur du travail que vous avez envie de vous épanouir, mais il n'y a aucun problème avec ça. Mais peut-être qu'il faut effectivement trouver un travail dans une société ou une start-up qui, au contraire, prône la culture d'entreprise, l'engagement, c'est peut-être pas une bonne solution pour vous. Mais chacun trouve son plaisir et son bonheur là où il le souhaite. Donc, la culture d'entreprise est très importante. Ensuite, il y a des rituels qu'il faut mettre en place pour justement garder ce lien, cette convivialité avec les collaborateurs. Donc, là, le onboarding, tout ce qui est intégration, c'est super important. Ça, c'est pour moi vital parce qu'un collaborateur bien tout de suite qui se sent bien dans sa mission va s'intégrer très facilement, va aussi vouloir rester, va vouloir mettre des choses en place et puis voilà, il va tout simplement être épanoui très rapidement. On a cette chance-là de réussir assez bien nos onboarding parce que tout le monde est briefé, toute l'équipe, on a mis vraiment un parcours qui permette en tout cas aux nouveaux collaborateurs de rencontrer d'autres collaborateurs des autres équipes, donc de connaître un peu mieux les autres départements. Il va aller aussi normalement tourner sur le terrain, s'il n'est pas commercial bien sûr, parce qu'autrement de fait il le fera, au moins une journée avec un autre commercial. Il va devoir aussi répondre à des petites questions, ce qu'on appelle le portrait, qu'on va mettre sur le réseau social de l'entreprise. Ensuite, comme j'en parlais tout à l'heure, il va y avoir les événements récurrents, les déjeuners, ce qu'on appelle la birthday party, donc en fait tous les anniversaires du mois précédent. Donc voilà, ce sont des rituels qui ne sont pas obligatoires, hein, bien sûr, qui permettent de dire, voilà, il y a aussi du lâcher prise. Nous, chez Just Eat, on est sérieux sans se prendre de sérieux. Travail, mais à côté de ça, il faut vraiment des moments de lâcher prise et de convivialité, parce que je pense que quand on travaille avec des gens qu'on apprécie, avec qui on est content de venir travailler le matin, ça va simplifier mais grandement la vie du jour au travail. On a tous des hauts et des bas et ça permet justement de pouvoir compter et d'avoir le soutien de son équipe et ça, c'est vraiment très, très important. Est-ce que dans toutes tes actions, dans ce que tu as essayé essayer de faire, tu as eu des galères aussi? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont pas passées comme prévu? Pas vraiment, en tout cas pas encore, mais c'est toujours riche d'enseignements. Et après, qui fonctionnent plus ou moins bien. Ou, par exemple, je sais pas moi, la birthday party, des fois effectivement il y a moins de monde, des fois il y a plein de monde, tu sais pas pourquoi. Voilà, après il y a des événements qui prennent plus d'autres, mais c'est pas très grave en fait. Ce qu'il faut, c'est essayer, hein, qui n'essaie rien à rien. Donc quelque part, si on prend pas de risque, on ne peut pas en récupérer les fruits. Non, globalement ça se passe bien et je ne suis pas toute seule en fait à le faire. On a aussi ce qu'on appelle les Jambassadeurs chez Just Eat. C'est une équipe sur la base du volontariat. À peu près, ils sont là pendant 1 an en tout cas et ils sont chargés d'organiser au moins une fois par mois un événement pour leurs collaborateurs. Donc il y a un budget, on a 750 € par mois et je fais ce qu'on veut avec ce budget-là. Donc ils vont rebondir un peu sur les événements comme, je ne sais pas, il peut y avoir Halloween, la Saint-Valentin ou là la Saint-Patrick. Ça permet effectivement de faire des événements et de se retrouver ensemble dans une ambiance vraiment bon enfant et de lâcher prise et de passer un bon moment ensemble. C'est vraiment le but. C'est super intéressant parce qu'on dit souvent d'ailleurs que pour pérenniser cette démarche-là, il faut véritablement s'appuyer sur des relais dans l'entreprise et donc effectivement de proposer d'avoir des ambassadeurs, c'est plutôt une bonne idée. Ouais, du coup, c'est sur le principe du volontariat, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. C'est chouette. Est-ce que tu as une grande fierté à partager avec nous en tant que Chief Happiness Officer chez Just Eat? La fierté, c'est quand on fait justement un événement ou des enquêtes et on voit que les collaborateurs aiment ce que l'on met en place en fait. C'est tout simplement la reconnaissance. Moi, faire des choses mais qui ne prennent pas ou je ne ressens pas les gens qui aient un retour en fait. Si les gens sont heureux, je suis heureuse en fait. Juste aussi simple que ça. Et le fait de mettre des choses en place. Et puis, en fait, c'est toujours se réinventer aussi, essayer de mettre des choses en place. Mais c'est après dire, tiens, il y a peut-être un petit coup de mou ou il y a sur ce point-là, il faut agir. Donc, on essaie de trouver une solution toute seule ou surtout avec les autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant. On ne s'endort jamais sur ses lauriers. C'est toujours être à l'affût de ce qui peut aller bien et ce qui va moins bien, les points d'amélioration. On n'est pas parfait. Il faut
de toute façon, on a affaire à l'humain, donc on aura toujours des choses à faire pour essayer en tout cas que les gens se sentent mieux dans leur mission et bien dans l'entreprise, tout simplement. Hein. Les années passent, les gens veulent évoluer d'une certaine façon, on est à l'écoute, des fois on peut faire des choses, des fois on ne peut pas les faire, mais en tout cas on essaie, c'est important. Et comment tu fais justement pour prendre le pouls des besoins des collaborateurs? Est-ce qu'il y a des questionnaires qui sont mis en place de façon régulière? Il y a des choses, un baromètre peut-être? On a effectivement des enquêtes. On a tenté, surtout avec le groupe Just Eat, de le faire une fois tous les trimestres, mais on s'est aperçu que c'était un petit peu beaucoup. On analyse les résultats, qu'on prenne Oui, c'est souvent très lourd, ouais, c'est vrai. Donc finalement, on les a espacés un petit peu. Mais oui, il y a des enquêtes et la chance qu'on a aussi chez Just Eat, c'est qu'on est une équipe, en tout cas en France, à taille humaine. Donc, on a 80 collaborateurs. Je pense que moins de 100 collaborateurs, on arrive à connaître tout le monde, à savoir effectivement les problèmes qu'il peut y avoir ou les problèmes à régler, les points de friction. Donc, ça reste justement des échanges et ce n'est pas uniquement via les enquêtes, c'est au feeling aussi, et c'est à la machine à café, toi comment tu vas et qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et c'est aussi de faire régulièrement des entretiens avec certains collaborateurs pour justement prendre la température. Donc, on est plus sur l'échange physique. Mais après, je pense que les baromètres, c'est très bien aussi. Moi, pour l'instant, j'estime que des baromètres réguliers, ça le justifie pas. En tout cas, le nombre ne le justifie pas. On verra après. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des baromètres, c'est important. Hein. Et de mener des actions, c'est pas le tout de faire des enquêtes. Mais après, il faut qu'il y ait des actions. Déjà, il faut qu'il y ait une transparence au niveau des résultats. Donc, à chaque fois, il y a des meetings qui sont organisés pour justement communiquer sur les résultats et prendre la mesure de ces résultats, faire des actions et si possible en commun avec les collaborateurs et qu'il y ait justement des collaborateurs qui prennent le lead sur les actions à mener. Donc, c'est important. Tu mesures, est-ce qu'il y a des indicateurs justement qui sont mis en place pour arriver à mesurer les actions, même si ça reste souvent très difficile de savoir finalement c'est qu'est-ce qu'on met comme indicateur en place pour mesurer l'épanouissement des collaborateurs, mais il y a des choses que tu utilises toi particulièrement pour ça? Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que dans nos enquêtes, on peut mesurer la satisfaction des collaborateurs, le INPS. Ça, c'est un baromètre. Après, comme je te disais, c'est plutôt, enfin, pour moi en tout cas, et pour l'instant, à la taille de l'entreprise, un feeling et puis aussi le retour des managers. Donc, il y a aussi une équipe avec les managers qui est fait. Il y a quelque chose aussi que j'ai mis en place et que j'aime beaucoup, c'est les ateliers de co-développement. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est chouette. C'est un format qui nous vient du Canada. Et nous, on le fait en 1h30. Hein. Alors, on l'avait fait au début avec les managers et les collaborateurs ensuite, et ça marche très bien. Donc, c'est par petits groupes, 5-6 groupes, ça permet effectivement de prendre une problématique commune à ce groupe. Et au bout d'1h30, on arrive à trouver ensemble un plan d'action pour justement résoudre cette problématique. Ça marche très, très bien, notamment avec les collaborateurs. Quand je l'ai tenté, j'avais un petit peu peur. J'ai dit, est-ce qu'il va y avoir des problématiques? Est-ce qu'ils vont vouloir aussi, devant leurs collègues, parler de leurs problèmes, en fait? Et en fait, ça marche super bien. C'est interservice. Donc, on voit aussi les problématiques des autres services. Donc, meilleure connaissance. On donne, on reçoit. En fait, c'est que du positif. Donc, je continue, en tout cas, sur cette lancée, en espérant que ça continue à porter ses fruits comme ça le fait. Et c'est vrai que le co-développement, c'est un chouette outil et qui est encore, à mon sens, pas assez connu parce que je pense que c'est hyper intéressant quand on veut travailler sur des problématiques et co-construire des solutions ensemble. Et c'est vrai que c'est chouette que tu l'utilises parce que ça permet de faire émerger souvent des choses dont on n'aurait même pas pensé si on avait pensé un petit peu à la solution tout seul dans sa bulle. Donc, c'est top. Exactement, c'est que du positif. Tu disais que pour être Chief Happiness Officer, c'est aussi essentiel de souvent se réinventer et voir un petit peu comment on peut mettre en place de nouvelles choses. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'inspirent et qui te donnent envie d'être un peu plus créative dans ce que tu fais au quotidien? Est-ce qu'il y a des ressources dans lesquelles tu te nourris? Je regarde, de temps en temps, enfin, même avoir des contacts avec d'autres CHO ou d'autres sociétés dont on fait partie aussi du palmarès Great Place to Work. Et on a la chance, effectivement, de côtoyer des entreprises qui ont le même état d'esprit, en tout cas, qui veulent mettre en place des actions de bonheur au travail, de bien-être au travail.
pour leurs collaborateurs. Donc, ça permet aussi d'échanger des bonnes pratiques. Et du coup, tu vois, l'atelier de co-développement, c'était vraiment pour le coup une mission qu'on avait ou une action qu'on a échangée avec une autre société lauréate. Je dis, tiens, effectivement, j'aimerais bien le tenter chez Just Eat et ça a super bien fonctionné, quoi. Donc aujourd'hui, Just Eat, il figure dans le palmarès des The Great Place to Work, c'est ça? De le palmarès, parce que là, en plus, je crois que c'était le nouveau palmarès. C'est le palmarès, 2019-2020, mais là, je crois que c'est le nouveau palmarès en mars. Je pense qu'il n'a pas pu y avoir lieu d'ailleurs du fait du confinement, mais voilà, c'est aussi un bon baromètre. Alors, on ne le fait pas tous les ans, mais à peu près tous les 2 ans. Et ça permet en tout cas de voir si ce que l'on fait a une résonance et d'avoir aussi un outil comme ça extérieur qui nous permette vraiment de faire une enquête globale, de voir les choses qui fonctionnent et les points justement d'amélioration. Et c'est un bon exercice en tout cas à faire. Est-ce que toi, en tant que personne, il y a une compétence que tu aimerais particulièrement développer peut-être pour, je ne sais pas, apporter une corde supplémentaire à ton arc de CHO? Effectivement, j'aime bien m'inspirer de beaucoup de choses. Donc, je regarde beaucoup de TED, de conférences TED, des choses comme ça. Et puis, voir où on peut s'améliorer. Donc, je pense que moi, on apprend tous les jours. En tout cas, je suis assez curieuse à ce niveau-là. Si après, je devais choisir une formation, ce serait peut-être le coaching. Moi, je pense que ce serait vraiment une nouvelle corde à mon arc qui m'aiderait en tout cas dans ma mission de tous les jours, même si je pense que je le fais un petit peu déjà, en tout cas, j'espère, à mon humble niveau. De façon naturelle. Ouais, tout à fait. Mais je pense avoir des compétences plus prononcées sur le sujet, parce que du coup, ça me servirait vraiment tous les jours dans la mission. Alors, on arrive presque au terme du podcast. Nathalie, est-ce que tu auras un conseil à partager à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient passer à l'action en tant que CHO ou tout simplement en tant que personne qui a envie de mener des actions bien-être au travail? Oui, bien sûr, il y en a plein. De croire en vous et surtout, écoutez pas les détracteurs. On dit toujours que la critique est facile, l'art difficile. C'est vrai. Parce qu'à partir du moment où en général, souvent les gens que je rencontre qui ont envie de devenir CHO, etc., mais ils ont ça en eux en fait et ils se posent des questions parce que leur boulot leur plaît plus ou ils s'ennuient, enfin bref, ou ils sont en burn-out et ils veulent donner du sens et on entend beaucoup ça, mais c'est réel en fait. Et les gens, ils sont investis d'une mission et je les trouve motivés, intéressants, dynamiques. Enfin, ils confortent aussi dans ce rôle-là. Et merci à eux, en tout cas. Ça motive également moi-même tous les jours. Et faites des petites choses encore, comme on disait tout à l'heure, à votre niveau. Peut-être que l'entreprise dans laquelle vous êtes, je ne dis pas de quitter votre entreprise, pas du tout, mais d'y rester et de commencer par des petites choses au sein de votre service. Et puis après, pourquoi pas, là, si on veut viser plus haut, venir CHO et aller voir la direction, le comité de direction pour leur dire, voilà, moi, je vous propose de mettre un programme de bien-être au travail en place, mais c'est d'arriver par contre avec de véritables initiatives et de véritables arguments. Entre guillemets, heureusement, malheureusement, il faut toujours parler de la performance de l'entreprise parce que quand vous allez voir votre boss et vous dites, voilà, moi, je veux faire ça parce que je trouve ça bien, malheureusement, ça ne va pas suffire, alors qu'on parle quand même de bonheur des collaborateurs. Moi, je ne serais pas chef d'entreprise. Moi, ça m'intéresserait déjà de voir mes collaborateurs tous les matins qui arrivent avec le sourire au travail, mais il faut quand même parler de performance parce que ça peut avoir un coût de prendre des actions. Mais je pense qu'en tout cas, et ça a été prouvé par plusieurs études, moins de burn-out, moins de turnover, les gens restent plus dans l'entreprise, donc ça a moins d'arrêt maladie. Donc, ce sont des bons arguments, en tout cas pour l'instant, et c'était prouvé par certaines études. Mais effectivement, jouer sur la performance de l'entreprise, mais y croire. Et si vraiment vous n'êtes pas entendu, allez voir ailleurs. Oui, et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on se lance sur ce sujet, on va forcément se retrouver confronté à des détracteurs, mais je pense que l'essentiel, c'est de rester aligné avec ses convictions, je pense, ce en quoi on croit, et c'est ça
certainement qui nous permettra de dépasser tous ces détracteurs et de finalement développer la cause qui fait sens pour nous. C'est un petit peu ça, finalement, être CHO. Complètement, mais on ne devient pas CHO par hasard, je pense. Hein. Ouais. Avant tout, quelque chose qu'on a en nous et qu'on a envie de développer, en tout cas. Et je pense qu'un CHO, je veux dire, va certainement se comporter de la même façon dans sa vie personnelle, en tout cas, parce qu'on a envie de transmettre et qu'on a envie de faire quelque chose qui corresponde aussi à nos valeurs. Je ne dis pas que c'est tous les jours facile. Hein. On travaille aussi pour des entreprises, on a des objectifs. Mais ça aussi, je parlais des pratiques managériales et ça, c'est aussi très, très important. Hein. Dans une entreprise, le CHO n'est pas uniquement là pour mettre le fameux baby-foot et la corbeille de fruits, mais il faut aussi que l'entreprise, c'est la base de tout, hein, prenne des pratiques managériales agiles. Le collaborateur se sent bien dans sa mission. Et après, on peut mettre en place des actions pour la convivialité. Mais voilà, l'un va pas sans l'autre, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nathalie? J'aimerais bien que le métier de CHO, qu'il y ait des CHO dans toutes les entreprises. Voilà. Ouais. Bon, super. En tout cas, tu y as largement contribué, je pense, parce que c'est vrai, comme on l'a dit en tout début d'épisode, quand on a commencé à parler de cette fonction-là, c'est vrai que tu avais su mettre ce rôle-là pas mal en valeur, donc c'est chouette. Et c'est vrai que chacun a sa propre façon aussi d'incarner ce rôle-là, et c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant dans le métier, c'est qu'il n'y a pas une fiche de poste particulière et figée, c'est que il y a autant de CHO que de personnalités, que de culture d'entreprise, et c'est ça, je pense, qui fait aussi le challenge et la richesse de ce métier-là. Tout à fait, tout à fait. On espère aussi que le métier de CHO soit reconnu à sa juste valeur. Parlons de happiness, et c'est pas un gros mot en fait. Hein. Le bonheur au travail, parlons-en et assumons. Et c'est vrai que je pense que les sociétés sont en tout cas actuellement assez frileuses pour parler de bonheur. Peut-être que ça met une pression supplémentaire, c'est clair, mais il ne faut pas que ce soit du cosmétique. Et quand vous faites de véritables actions dans le sens du bien-être au travail, ça vous permet aussi d'avoir des collaborateurs épanouis et d'attirer les talents et les garder aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est pas vain. Et je trouve qu'il devrait y avoir, comme tu disais précédemment, un Chief Happiness Officer, quelque part, peu importe le titre en fait, mais une personne dédiée au bien-être au travail. Et je pense que les entreprises s'en porteront beaucoup mieux. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Julie. Je te souhaite du coup une très bonne continuation sur ce chemin du bonheur au travail. Merci. Et pour ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode.